1984 est un roman écrit en 1948 par George Orwell et publié en 1949. C'est un des romans dystopiques parmi les plus célèbres. George Orwell s'est inspiré notamment de l'Union soviétique, mais aussi d'autres régimes d'avant-guerre pour créer son roman. Ce roman est souvent cité dès qu'il s'agit de parler de l'évolution des libertés dans notre société. La dictature présentée dans le roman peut sembler peu réaliste, mais c'est surtout le message passé par Orwell qui était important. Avant de résumer les chapitres un à un, cette vidéo est financée par Vivid. C'est une application bancaire qui vous permet de recevoir jusqu'à 10% de cashback sur différentes marques comme Netflix, Spotify, Starbucks, Lidl et j'en passe. Grâce aux réductions que propose la carte, parfois jusqu'à 10%, vous pouvez gagner 100 € par mois. Du coup c'est très pratique quand on a l'occasion de voyager comme moi. Évidemment hors période de confinement, le meilleur truc c'est le fait d'avoir tout à portée de main sur son téléphone, la carte virtuelle comprise, mais vous pouvez aussi obtenir une carte physique. Bref, quand on est entrepreneur, comme moi, eh bien c'est sûr que c'est plus pratique que de rester sur les banques traditionnelles qui font payer parfois cher pour certaines offres non nécessaires. Du coup, je vous propose de tester l'application pendant 3 mois pour recevoir la carte métal Vivid. Vous pourrez gagner des récompenses en argent et vous obtiendrez 10% de réduction sur certains produits. Le cashback est stocké dans votre Stock Reward Pocket. Bref, n'hésitez pas à tenter cette banque en ligne. Partie 1, chapitre 1. Dans ce premier chapitre, nous découvrons le personnage de Winston, le protagoniste du roman 1984. Il est dans sa chambre qui est muni d'un téléécran qui le surveille. C'est une sorte de télévision mais avec une caméra. Océania, c'est le pays dans lequel vit Winston. Il existe 2 autres pays, Estasia et Eurasia. Big Brother est à la tête du parti qui gouverne l'Océania. Il y a 4 ministères importants, le ministère de la vérité, Miniver, il s'occupe de tous les arts, propagande, changement de l'histoire, etc. C'est le ministère le plus important. Le ministère de la paix qui s'occupe de la guerre, le ministère de l'amour qui s'occupe de surveiller les populations, c'est le ministère le plus dangereux, le ministère de l'abondance qui s'occupe de l'économie. Chaque jour, sur le télécran, il y a une émission qui s'appelle Les 2 minutes de la haine. Une émission où on porte sa haine envers Emmanuel Goldstein, un ennemi du parti dont on sait qu'il a écrit un livre mystérieux qu'il ne faut pas lire. On sait qu'il est membre d'un groupe armé rebelle appelé la Fraternité. Ce jour-là, Winston a vu l'émission au travail à 11h, il travaille au commissariat aux archives, il se souvient que pendant qu'il voyait l'émission, il avait l'impression d'être espionné par une jeune femme aux cheveux noirs. Mais il se souvient aussi d'avoir eu une seconde de regard complice avec son collègue, O'Brien. Ce regard complice est à l'origine de toute l'histoire du roman puisque Winston va vouloir commencer à écrire dans un carnet ce qu'il pense de la dictature. Je trouve quand même que le monde dans lequel je vis est une dictature. Pendant une seconde, avec O'Brien, on s'est regardé. Est-ce que lui aussi avait l'air de penser qu'on est dans une dictature ? J'aimerais savoir. Winston décide d'écrire cela dans son carnet. Winston fait partie de la classe moyenne. Il existe aussi une classe supérieure qui travaille dans le parti, une classe inférieure que sont les prolétaires. Chapitre 2. Winston a peur car il a écrit dans un carnet. Ding dong. Oh non, c'est la police de la pensée. Bonjour, c'est la voisine, Madame Personne. J'ai un problème avec mes tuyaux. Chez Madame Personne. Oh merci de m'avoir aidé à réparer ce tuyau. Maman, je suis pas content. Je voulais aller voir la pendaison sur la place publique. Je suis pas content. Ah là là, les enfants, ils adorent notre pays. Dans tous les cas, Winston, après avoir écrit dans son carnet et pensé de telles choses sur la dictature, préfère s'avouer déjà mort. Chapitre 3. Dans ce chapitre 3, Winston rêve de sa mère. Il a de vagues souvenirs et de sa sœur aussi. Il a environ 39 ans, ou peut-être 38. Il a des souvenirs comme quoi il n'y avait pas Océania avant. Sauf que si on est en 1984, il y a 39 ans, on était en 1944. Or, Océania est née de la révolution qui a eu lieu en 1930. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne tourne pas rond. Surtout que Big Brother est le chef du parti depuis la révolution. Mais Winston n'a aucun souvenir de Big Brother avant les années 60. De plus, selon l'histoire officielle, Océania a toujours été en guerre contre Eurasia. Mais étrangement, il y a quelques années, il semblerait que c'était plutôt contre Estasia qu'elle était en guerre. À ce moment-là, le télécran lui demande de faire de meilleurs efforts physiques. Allez, un peu de sport, il faut faire du sport. Pense à tous nos soldats qui sont partis à la guerre dans le Malabar. Chapitre 4. Winston va au travail. Il travaille aux archives du ministère de la Vérité. Son travail consiste à modifier les anciens documents qui relèvent des erreurs. Par exemple, vu que la ration de chocolat passe de 30 grammes à 20 grammes, on va modifier le passé, et dire que la ration passe à 20 grammes et que ça n'a jamais été autant avant. Il faut aussi modifier le passé de Withers, qui était vaporisé. C'est un ancien membre du parti et il faut changer les documents qui en disaient du bien à son sujet. Winston décide d'inventer la personne de Ogilvy, un brillant soldat mort à 23 ans dans la guerre du Malabar pour remplacer les documents parlant en bien de Withers. Chapitre 5. On découvre la vie au lunch, là où Winston va manger avec un collègue du nom de Sim. Sim est un spécialiste de la langue du parti, le néo-parlé, ou novlangue dans les anciennes traductions françaises. Sim explique que le but du néo-parlé est de réduire le nombre de mots pour réduire le nombre de concepts sur lesquels on peut penser. Ce Sim est trop intelligent. C'est obligé qu'un jour ou l'autre il finira par se faire vaporiser, car gênant pour le parti.
Ensuite, Winston rencontre Monsieur Parsons. « Oh, merci d'avoir aidé ma femme pour la tuyauterie. Et désolé pour mes 2 enfants qui peuvent sembler désagréables avec leurs pistolets enjoués. Mais ils adorent le parti. L'autre jour, ma fille a dénoncé quelqu'un car il avait de drôles de chaussures. Haha, c'est rigolo. » Winston pense qu'un jour ou l'autre, ses 2 enfants finiront par dénoncer leur mère. Mais peut-être pas le père, parce qu'il a l'air trop bête. Chapitre 6. Dans le chapitre 6, Winston pense au sexe. Mais c'est interdit. Il se souvient de la dernière fois qu'il en avait eu avec une prostituée venant du prolétariat. Le sexe et le désir sont strictement interdits par le parti. Il se remémore aussi son ancienne épouse, Catherine, qui était toujours froide avec lui. Winston se rend compte qu'il va peut-être même trop loin dans les émotions et qu'il doit faire attention. Étant espionné perpétuellement, un signe d'émotion ambigu peut lui faire risquer gros. Chapitre 7. Winston pense encore au parti et au fait qu'il ait une preuve qu'il mente sans arrêt. Il continue à penser à O'Brien, qu'il pense qu'il pourrait l'aider. Mais il ne sait rien de lui. Si jamais ce n'est pas le cas, il se ferait dénoncer. Chapitre 8. Winston décide d'aller se promener dans les quartiers prolétaires. Les gens qui y vivent sont moins surveillés par le parti. Certains peuvent se souvenir du passé, mais ça ne les intéresse pas. Winston entre dans une brocante et achète un presse-papier avec du corail. Il n'en avait jamais vu avant. Le vendeur lui montre aussi une gravure d'une église. Il ne pensait pas qu'une telle chose pouvait exister. Tout cela est illégal, bien évidemment. Il pense même être suivi par la jeune fille aux cheveux noirs. Je pourrais la tuer avec ce presse-papier, en lui enfonçant dans le crâne. Non. Trop tard, elle est partie. Partie 2. Chapitre 1. Winston, en se promenant au bureau, croise la fille aux cheveux noirs. Elle tombe. Il aide à se relever et pendant qu'il aide, elle lui donne un petit mot. Il a écrit « Je t'aime ». Oula, c'est sûrement un piège. C'est obligé, ça doit être une espionne. Finalement, Winston réfléchit un peu et se dit que c'est peut-être un moyen pour pouvoir communiquer. Il décide donc de trouver une occasion pour lui parler, notamment au réfectoire. Tiens, elle est seule. Je vais m'asseoir à côté d'elle. Et Winston, viens donc manger à côté de moi. Mince. En effet, dans cette dictature, il serait très suspect de vouloir s'asseoir à côté d'une fille qu'on ne connaît pas. Winston devra trouver une occasion en or. Après quelques jours, il réussit à s'asseoir à côté d'elle et s'échange quelques mots sans se regarder. Rendez-vous dans la grande rue quand il y aura de la foule. Le lendemain, ils se rejoignent à l'endroit prévu, et la fille lui dit où se rencontrer la prochaine fois. Ok, je vais discrètement te donner des indications pour se rencontrer dans la campagne, à l'abri des regards. Chapitre 2. Ils se rencontrent finalement dans un lieu secret à la campagne. Bonjour, je suis Julia, je travaille pour la Ligue Anti-Sexe. Faisons l'amour. Ils font l'amour. Julia lui explique qu'elle a déjà fait l'amour comme ça avec d'autres membres du parti, ce qui rassure Winston. Chapitre 3. Les deux continuent leur vie normalement. Ils essaient de se croiser dans des endroits inconnus en évitant de choisir toujours le même. On en apprend plus sur Julia, notamment le fait qu'elle soit pas vraiment favorable à faire une révolution pour lutter contre les dictatures. Elle n'a que 26 ans, ce qui veut dire qu'elle n'a jamais connu l'époque d'avant. Pour elle, c'est normal, il faut juste parfois tricher un peu pour pouvoir faire des choses illégales. Chapitre 4. Winston loue une chambre là où il avait acheté son presse-papier. Le but étant de passer du temps avec Julia. Mais il commence à la fois à vivre un peu la jalousie car il ne la voit pas souvent, et à la fois il a l'envie de passer une vie de couple plus romantique. Chapitre 5. Bon, vous vous souvenez de Sim dont on avait parlé il y a quelques chapitres, et qui semblait trop intelligent. Eh bien ça y est, il avait disparu. Il ne revenait pas. Il n'était pas juste mort, hein. Il était vaporisé. Ça voulait dire qu'officiellement il n'avait jamais existé, et qu'il ne fallait pas le nommer. Pendant ce temps, c'est les préparatifs pour la semaine de la haine, il faut tout préparer pour que tout soit bien. Il y a même une chanson qui sera créée pour l'occasion. Winston est évidemment un peu confus avec toute cette agitation et ce qu'il se passe dans sa vie. Chapitre 6. Pendant cette période de préparatifs, Winston rencontre O'Brien. Ça va ? Oui. Je me souviens que tu avais un ami qui s'y connaissait bien en novlangue. Mon Dieu, mais il parle de Sim, c'est interdit d'en parler, il faut faire comme s'il n'avait jamais existé. Oui, peut-être. On pourrait discuter de novlangue chez moi si tu veux. Oui. Après cette discussion, Winston comprend qu'il se trame quelque chose de bizarre. Pourquoi O'Brien lui a parlé de Sim sans le nommer ? Peut-être que c'est une façon de prouver qu'il est lui aussi un rebelle ? Tout cela est étrange. Chapitre 7. Un matin, Winston pleure car il repense à son passé, pendant la famine où il s'est enfui un jour avec un morceau de chocolat qu'il avait volé à sa petite sœur. C'est la dernière fois qu'il avait vu sa mère. Quand Winston était revenu chez lui, ni sa sœur ni sa mère n'étaient là. Il raconte tout ça à Julia. Ça leur donne envie d'en savoir plus sur O'Brien. Chapitre 8. Winston, accompagné de Julia, décide d'aller voir O'Brien. Et tant pis si c'était un piège, la curiosité était trop grande. Une fois arrivé, O'Brien les accueille. Attendez, je vais couper mon télécran. En tant que membre du parti, j'ai le droit de le couper pendant une demi-heure. Bip. Très bien. Eh bien, parlons de ce qu'on doit parler. Oui, c'était pour parler de la novlangue. Oui, mais en fait, on s'en fout. Bienvenue dans la rébellion. Voulez-vous rejoindre la fraternité et la rébellion d'Emmanuel Goldstein ? Mais il existe ? Bien sûr que ça existe. Ici, on lutte contre le parti, mais en secret. Et on le fait jusqu'à la mort. Êtes-vous prêt à mourir ? Oui. Êtes-vous prêt à tuer des innocents s'il le faut pour la lutte ? Oui. Êtes-vous prêt à jeter de l'acide sulfurique sur un enfant si on vous le demande ? Oui. Bref, après cette entrevue,
Winston est prêt pour participer à la lutte. Julia un peu moins car elle sait que ça veut dire se séparer de Winston. Chapitre 9. Le lendemain, un discours a lieu contre Eurasia. Mais pendant le discours, Eurasia s'allie à Océania, ce qui fait que le discours continue à parler mal d'Estasia comme si de rien n'était. Nous détestons Eurasia, et notre allié est Estasia. Ouais. Et donc, oui, notre allié est Eurasia. Ah bon? Oui, et ça l'a toujours été ainsi. Winston, quant à lui, avait dans une petite valise le fameux livre de Goldstein. Il n'osait pas le sortir n'importe où, il a attendu plusieurs jours avant de trouver un moment opportun pour le lire dans la chambre à louer. Ce chapitre 9 est super long puisqu'il explique tout ce qu'il se passe dans le livre de Goldstein. Dans le premier chapitre du livre, il y a l'explication du monde, où se trouvent les frontières des pays, la proportion des gens dans le parti, etc. Comment fonctionnent les guerres, les élites, les religions, etc. Ensuite, Winston passe directement au troisième chapitre, qui lui semble plus intéressant, car il se nomme « La guerre, c'est la paix ». On explique la nécessité de la guerre qui permet aux trois grandes dictatures d'utiliser leur force de travail pour se détruire les unes les autres et ne jamais évoluer. Chapitre 10. Ensuite, pendant sa lecture, Winston est interrompu. Il est avec Julia dans la chambre à louer et une voix mécanique leur parle. Il y avait en fait un télécran dans la chambre et c'était le gérant de la brocante qui l'avait placé là. En fait, ce gérant travaillait tout simplement pour la police de la pensée. Des gardes arrivent immédiatement pour arrêter les deux rebelles et les mettre en prison. Partie 3. Chapitre 1. Winston a été mis en prison, séparé de Julia, bien sûr. Il y rencontre Ampleforst, un poète qui a été envoyé en prison car il avait mal écrit une poésie. Il devait changer un vers pour que ça rime toujours. Il utilisait le mot God, Dieu en anglais. Or, il est interdit de parler de Dieu. Il sait à présent qu'il devra finir dans la terrible cellule 101, la pire des salles, où on est suivi la pire des tortures. Dans la cellule de Winston, il finit même un jour par rencontrer son voisin Parson, qu'il pensait trop bête pour oser contester le parti. Il avait dit un truc à voix haute pendant son sommeil, et sa fille l'a dénoncé. Winston espère aussi pouvoir trouver un moyen pour être en contact avec O'Brien. Ce dernier lui avait dit qu'il aiderait à se suicider s'il le fallait. Et c'est là qu'il rencontre O'Brien, finalement. Ils vous ont eu aussi? Oh, moi ils m'ont eu il y a bien longtemps. Quoi? Et oui, je suis de la police de la pensée. Chapitre 2. O'Brien lui explique un tas de trucs. Déjà qu'il est membre de la police de la pensée et que son but c'est de faire semblant d'enrôler les gens pour ensuite les arrêter. Comme ce fut le cas pour Winston. Ensuite, il lui raconte le fait qu'une des erreurs dans le passé est qu'on tue les martyrs. Et que l'Océania fait encore mieux aujourd'hui. Il ne tue aucun martyr, car les rebelles croient d'abord à la cause de l'Océania avant d'être tués. Ils attendront donc que Winston croie au parti pour le tuer, au moment où il s'y attendra le moins, d'un coup de pistolet dans la nuque. Chapitre 3. Dans ce chapitre, les tortures continuent envers Winston. On essaie de lui faire croire ce qu'il ne croit pas encore. Il finit par y être obligé petit à petit. Chapitre 4. Une fois que Winston a été torturé pendant des semaines et de semaines, on ne sait pas combien de temps exactement, Winston est envoyé dans une salle de repos, où il pourra se remettre de ses émotions. Le but étant de faire en sorte qu'il commence à penser à nouveau comme il le faut. Il commence à penser que 2 et 2 font 5, comme lui a demandé de croire O'Brien. Chapitre 5. Winston est enfin attaché à une chaise dans la salle 101, il va subir la pire torture. Sa tête sera mise dans une boîte, où il y a des rats prêts à le dévorer. Winston a tellement peur qu'il demande à ce qu'on tue Julia à sa place. C'est ce que O'Brien voulait entendre. O'Brien est donc satisfait de la trahison et propose de libérer Winston. Chapitre 6. Voilà, Winston est libre. Sa mentalité a changé avec ses semaines de torture et aujourd'hui il est membre du parti. Il gagne mieux sa vie et se rend compte qu'il en profite même mieux, car il n'a plus la contrainte de le détester ce qu'il vit. Pendant qu'il est au café un jour, il apprend qu'il y a un problème. Un des territoires de l'Océania commence à être envahi, c'est le sud de l'Afrique. C'est un problème grave, d'habitude les guerres se font sur des territoires neutres, mais là c'est directement un territoire de l'Océania. Winston sait qu'il y aura un résumé quelques heures plus tard, il attend avec impatience la suite. Il a très peur même. Pendant ce temps, il rencontre aussi Julia par hasard. Il n'avait plus envie d'elle, et c'est réciproque. Ils se quittent très rapidement. En fait, les actualités de la guerre intéressent plus Winston. Finalement, quand les nouvelles arrivent, ce sont de bonnes nouvelles. Big Brother annonce que la guerre a été gagnée, et que c'est une des plus grandes victoires de l'histoire de l'humanité. Winston est heureux, très heureux. Pour la première fois, il ressent vraiment quelque chose. Il ressent qu'il adore Big Brother. Il se fait donc tuer d'un coup de pistolet dans la nuque par un garde, car désormais Winston pouvait mourir sans être un martyr.